F1 TV, retour sur le Grand Prix de Chine, deuxième partie de notre débriefing, Ziv, avec les animateurs de la course, parce que ce n'est pas les Mercedes qui ont vraiment animé la course. Hein. La remontée de Rosberg, elle était quelque part entendue. Hein. Il n'y avait pas vraiment photo prévu dans le script. Voilà, dans les dépassements. Il échoue finalement à 14-15 secondes de Lewis Hamilton, mais enfin Hamilton, on ne peut pas dire qu'il ait forcé son talent, il a plutôt roulé le coude par la fenêtre, si vous me permettez l'expression, en tout cas sur la deuxième moitié de la course. En revanche, chez Red Bull, chez Ferrari, il a fallu attaquer et aller à la limite de l'auto, voire au-delà. Oui, parce que là, il faut rendre hommage à Fernando Alonso une fois de plus, hein, parce que cette Ferrari est nulle part en performance. Hein, il ne faut pas se leurrer. Et lui, il ramène un podium, donc ça c'est formidable. Et pour ceux qui en doutent que la Ferrari est nulle part, bah, il faut voir ce que Kimi Raikkonen fait. Hein, c'est quand même pas un manchot. Donc Alonso, une fois de plus, vraiment super impressionnant. C'est lui qui tient cette Scuderia des deux bras. Ouais, et ça fait 2 ou 3 ans que ça dure, oui. facile. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements chez Ferrari cette semaine, hein, avec l'intronisation de Marco Mattiacci. Enfin, j'ai un peu de mal avec lui, mais on va s'y faire, je pense. Alors, il paraît que moi, on m'a dit que des gens qui connaissent un peu Mattiacci de l'intérieur chez Ferrari, on m'a dit c'est un tueur. Ne croyez pas que c'est un vendeur de bagnole qui vient faire l'intérim. C'est un vrai tueur. Et si Montezemolo l'a choisi, c'est pas un hasard. Et c'est de nouveau, moi ce qui me plaît, c'est quelqu'un de la génération suivante. Hein, il a 43 ans. C'est un peu peut-être le Toto Wolff de Ferrari. Voilà ce qu'on nous a dit. Mais c'est clair qu'ils ont besoin d'un gars comme ça. Et moi, ça me rassure ce que tu me dis, parce qu'on se demandait, mais d'où est-ce qu'il sort, ce Mattiacci? Ils ont été le chercher. Il n'a aucune expérience de la course automobile, sauf avoir roulé lui-même un peu en amateur, semblerait-il. Mais c'est vrai qu'on a peut-être besoin de nos jours de managers purs et durs. Ce qui est inquiétant, en fait, c'est que lui, il va observer maintenant pendant 6 mois. Et puis, les changements qu'il va engager, on va ressentir les bienfaits éventuels de ces changements que plus tard. Donc Alonso, il devra de nouveau ronger son frein, Alonso et Kimi Raikkonen, qui sont 2 des meilleurs pilotes au monde. Et donc ça, c'est inquiétant parce on a l'impression de nouveau que la Scuderia aura encore une saison de transition. Eh bien, moi, je suis un peu moins pessimiste que toi, figure-toi, parce que j'ai l'impression que la Ferrari, autant à Bahreïn, ils étaient à la rue, ici, franchement, il y avait un vrai progrès. Regarde où termine Alonso. Hein, il est à 20 secondes du vainqueur, il est à 1 minute quasiment à Bahreïn. Donc, l'auto était mieux réglée, plus efficace ici. Elle termine devant les Red Bull tout de même. Alors, certes, les Red Bull, ils se sont pas entraînés, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, et Alonso est allé chercher ce résultat, comme d'habitude, à l'Agnac, hein, ça c'est évident. Mais si la tendance de la progression, je crois qu'il y a encore beaucoup de marge de progression avec ce nouveau règlement. Si la tendance, et ça bosse hein, chez Ferrari et ailleurs, et chez Mercedes aussi bien sûr, mais si la tendance est à plutôt un nivellement par le haut, avec la nouvelle soufflerie, avec quand même, il y a quand même du sang neuf chez Ferrari, pas seulement au niveau du management, hein, il y a James Allison, il y en a d'autres, je me dis que ça peut peut-être quand même ramener les rouges un peu. C'est vrai que s'il y a bien une équipe, Pierre, tu as raison, hein, s'il y a bien une équipe qui sait redresser la barre et qui a les moyens et qui a l'histoire, l'historique et la passion pour le faire, c'est bien Ferrari. Et alors mené par Alonso, c'est vrai qu'ils ont une bonne chance de rattraper Mercedes. On espère rapidement, parce que sinon le championnat sera plié avant l'heure. Mais sinon, Alonso, on voit qu'il marque des points tout le temps. Il est 3e du championnat maintenant. Donc, c'est vrai que tous les points grappillés maintenant peuvent avoir leur importance en fin d'année. Alors, c'est vrai que pour le titre, c'est une autre histoire. Donc, un jour, Fernando, il va quand même peut-être un peu se lasser des rouges. Je reviens sur Mattiacci un instant, parce que ce qui m'a surpris quand même, c'est que Montezemolo était à Bahreïn. Il est allé parler avec Fernando le dimanche matin du Grand Prix de Bahreïn. Il a évidemment pris sa décision après le Grand Prix de Bahreïn d'aller chercher Mattiacci. Alors c'est plutôt la fin de la semaine suivante, hein, puisque Mattiacci il a eu son coup de téléphone, je crois, un samedi matin à New York, si j'ai bien suivi. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que, alors que Mattiacci est venu à Maranello, s'est entretenu, il semblerait qu'il a passé une journée entière avec Domenicali, ce qui est quand même assez sympa de la part de Stefano. Et puis qu'en arrivant en Chine, et Fernando et Kimi ont dit Mattiacci,
jamais vu, jamais entendu parler. Ah bon, il arrive, j'espère. Enfin bon, c'était quand même assez curieux en communication. Oui, c'est très curieux. Et puis bon, tous les deux, je sais pas, bon, Kimi, on a l'habitude de ces états d'âme. Enfin, il n'a pas d'état d'âme, Kimi. Et normalement, c'est vrai que politically correct, il faudrait quand même se réjouir de l'arrivée d'un nouveau boss. Hein, ça, c'est sûr. Peut-être qu'ils étaient habitués à Domenicali, qui est un garçon, un garçon charmant, mais peut-être gentil pour ce milieu de la Formule 1. Et alors bon, c'est vrai que pour les pilotes, ils étaient dans une zone de confort, mais là, ils ont peut-être quelqu'un qui va secouer le cocotier. Ça ne peut être que bénéfique, parce que pour l'instant, ça ne marche pas. Hein. Il faut savoir que Fernando, il était vraiment très proche de Stefano Domenicali, ils étaient vraiment amis. Et que, voilà, je pense qu'il a aussi un peu accusé le coup, même si on suppose que Montezemolo l'a prévenu quand même, ou l'a peut-être même consulté, entre guillemets. C'est quand même une décision qui vient d'en haut, peut-être même au-dessus de Montezemolo d'ailleurs. Bref, fermons la parenthèse Ferrari avec un dernier mot, c'est que Kimi, en Chine en particulier, il a eu beaucoup de mal avec cette voiture, il a eu beaucoup de mal avec les pneus avant, c'est pas la première fois qu'il a des soucis sur ce circuit, et que ces nouvelles voitures ont des comportements quand même assez différents des précédentes, et que voilà, il y a certains styles de pilotage qui s'y adaptent mieux que d'autres, et là Raikkonen, il déguste par rapport à Alonso, et si ça continue, même si tu dis il est imperturbable, patati patata, d'accord, mais il y a un moment où il risque peut-être quand même d'en souffrir un peu moralement. Oui, c'est vrai que là, c'est clair. Hein. Kimi Raikkonen a toujours aimé une voiture qui est très mordante de l'avant. Et là, il y a un problème cette année, c'est que la conception de cette voiture, en tout cas, tout le concept de cette nouvelle Formule 1 ne va pas dans le sens de son style de pilotage. Et là, il prétend qu'il travaille à changer son style de pilotage, mais on n'apprend pas un champion du monde à rouler, il ne doit pas réapprendre à rouler. Donc c'est un peu problématique. Et pour lui, donc, il doit trouver une solution, parce que la voiture, ils ne vont pas la changer fondamentalement, il doit trouver la solution. Faute de quoi il sera largué, et alors son image sera quand même assez écornée. Alors il faut quand même rappeler que Shanghai est un circuit un peu particulier, avec ses courbes à très très long rayon, hein, pas seulement le premier virage, mais d'autres, et où effectivement, rouler sur le train avant, le sous-virage, le pneu avant gauche, on l'a vu avec Vettel aussi. Franchement, Vettel, il n'est pas parvenu à exploiter l'auto, il a un peu le même problème que Raikkonen. Tout à fait. Et Ricciardo, Ricciardo est en train de mettre Vettel sous sa coupe, ce qui n'était quand même pas prévu dans le script non plus. Oui, et ça c'est génial, parce que Ricciardo, c'est un vent de fraîcheur, parce que quand tu l'entends à la radio, tu sens un gars qui, d'abord, il n'a pas de complexe. Il est d'un calme olympique, il est impressionnant. C'est ça, il n'a pas de complexe, il est calme, il est en confiance. Il est en confiance. Et en plus, tu sens qu'il joue l'équipe. C'est-à-dire que si l'équipe lui disait reste derrière Vettel, il serait resté derrière Vettel, il n'aurait pas encore. Il est assez intelligent pour savoir que Vettel est encore le dieu à bord du vaisseau Red Bull, et que son temps arrivera. Et alors il est intelligent parce qu'il met toujours la balle du côté de Christian Horner en disant voilà, si vous voulez que je passe, mais si vous voulez que je reste derrière, je reste derrière. Moi, ce qui m'impressionne, c'est son calme. Hein. Christian Horner qui disait à la radio, il sounds like a Sunday driver, hein, comme si c'était une balade du dimanche. Moi, je suis un peu moins sûr que Ricciardo est en pamoison devant Vettel. Au contraire, il sait très bien qu'il est là pour le battre et qu'il a cette ambition. Il a cette ambition, et non seulement l'ambition, mais il le fait. Et là, Vettel est complètement déstabilisé. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la première fois dans sa carrière où Vettel se retrouve vraiment en situation de devoir se défendre, alors que d'habitude, eh bien, c'est lui qui a le dessus. J'ai envie de dire qu'on sentait quand même le malaise à l'arrivée chez Red Bull, hein, même si Christian Horner a essayé d'éteindre des incendies. Newey qui n'était pas là, vous avez remarqué. Et puis surtout, j'ai envie de dire, on a eu une situation genre Multi-31. Hein, souvenez-vous du Multi-21 à la consigne en Malaisie l'an dernier. Eh bien, pour la seconde fois, Vettel n'a pas respecté une consigne d'équipe. Il a attendu 2 tours pour finalement ouvrir la porte, hein, en freinant le plus tard possible, en espérant que l'autre se loupe. Enfin, bon, après, il s'est rendu compte que oui, Ricciardo était sur un rythme que Vettel ne pouvait pas suivre. Alors, ok, il s'est arrêté 4 tours plus tôt, mais quand même, hein, quand on est 4 fois champion du monde, l'orgueil en a pris un coup. Oui, c'est sûr. Alors, c'était assez cocasse parce qu'il demandait est-ce que nous sommes dans la même stratégie, alors sur la même stratégie. Et on lui répond oui. Alors, il dit ok, hard luck, pas de chance, je vais pas te laisser passer. Mais dans le fond, c'était pas du tout sport, étant donné que Ricciardo passait 2 tours plus tôt.
il aurait peut-être pu aller chercher Alonso. Ouais, tout à fait. Donc, chez Red Bull, je suis sûr qu'il y aura un petit débriefing qui va s'imposer. Hein, ça, c'est sûr. Et que Vettel ne peut pas se permettre de continuer comme ça à snobber son équipe, parce qu'il risque peut-être de se la mettre à dos si Ricciardo poursuit sur sa lancée et devient quelque part le leader de l'équipe Red Bull, ce que franchement on n'attendait pas. Moi je suis très surpris, hein, chapeau Ricciardo, je me doutais qu'il était un bon pilote, mais à ce point-là, vraiment je suis impressionné, d'autant plus qu'il faut se souvenir qu'il est qualifié de nouveau devant Vettel, c'est quand même 3 fois qu'il est devant Vettel en qualif. Je crois que Weber l'an dernier il a été 2 fois devant sur 19 Grands Prix, et puis il est du mauvais côté de la piste, hein, la partie sale de la piste, il rate, enfin il prend pas un très bon départ, Ricciardo, c'est comme ça que Vettel passe devant au départ. Je veux dire, si il avait un meilleur départ, il aurait certainement pu revendiquer ce podium, et je pense qu'on va le retrouver sur le podium très bientôt. Oui, et il mérite son podium perdu en Australie, et ça c'est dommage, mais enfin ce n'est que partie remise, parce que le gars est pétri de qualité, ce qui est fantastique, c'est que on n'aurait jamais cru que quelqu'un puisse battre Vettel, et là Vettel se fait battre pour l'instant. Bon, Vettel a des ressources, ce qui est aussi, on pourrait aussi regretter le fait que Mark Webber l'année passée était en roue libre un peu, et on se demande tiens, est-ce que Ricciardo un an plus tôt aurait pu peut-être, mettre un peu d'étincelle au championnat de l'année passée. Ce qui est aussi très très cocasse, c'est qu'Adrien Newey, effectivement, comme tu dis, il n'était pas en Chine, mais où était-il? Il était à Silverstone pour voir son copain Weber. Il était dans le stand de Weber. Enfin, je pense qu'il était aussi en train de bosser à Milton Keynes parce qu'il y a du boulot. Alors, malgré toute l'amitié que j'ai pour Mark Webber, je me demande aussi si Vettel n'a pas été un peu trop confortable pendant trop d'années, parce que souvenez-vous de Weber, hein, avant Red Bull, que ce soit chez Williams, chez Jaguar, etc. Bon, il n'a jamais été une méga star, il n'a jamais été confronté à des équipiers vraiment velus. Chez Red Bull avec Coulthard, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il l'a dominé ou qu'il l'a écrasé. Donc peut-être que Weber n'était pas au niveau pour se confronter à un Vettel, peut-être que Ricciardo l'est. Ce qui me passionne, moi, dans cette saison 2014, pour un peu conclure notre débriefing, Yves, c'est qu'on va avoir des bagarres en interne chez Mercedes, évidemment, avec un duel pour le championnat, hein, on est à 4-5 points d'écart. Chez Red Bull, où là on sent qu'il y a le jeune coq, commence à bouillir. Le jeune coq, le jeune loup qui vient sur les plates-bandes du King Vettel. Et puis chez Ferrari aussi, où on a quand même deux pointures et où Kimi doit se sortir les tripes. Oui, beaucoup de centres d'intérêt dans cette saison, hein, parce que c'est vrai qu'on a une domination pour l'instant. Il ne faut pas sous-estimer les ressources de Red Bull. Et la preuve, hein, c'est que et de Renault qui progresse quand même à grands pas. Tout à fait, parce que les motoristes de chez Renault travaillent sans relâche, et donc avec un top châssis, comme on voit que la Red Bull est bien née, avec un Renault qui progresse, ça laisse beaucoup d'espoir. Et chez Ferrari aussi, ils sont voués à remonter la pente. Alors avec un dernier mot pour Romain Grosjean et Lotus, parce que là aussi ils sont partis sur le pied gauche, ils ont subi leurs problèmes à eux, mais aussi ceux de Renault. Là, on a commencé à avoir une petite lumière à la sortie du tunnel. Vivement Barcelone, eh bien, pour que on se retrouve avec tous ces acteurs de cette saison de F1. Avec plaisir.